Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 11 juillet 2022. Il y a quelques jours, quelques semaines, Jean-Louis Giovannoni me faisait parvenir ceci. Le 19 juin 2022. Cher Monsieur Bruno Lalonde, mon fils m'a permis de voir et d'écouter votre présentation de la correspondance avec Bernard Noël sur YouTube. Je suis très touché par ce que vous dites sur ce livre, mais surtout sur la douleur que vous ressentez depuis la disparition de votre mère. Chacun a sa façon de vivre cet impossible. Aussi, je me permets de vous envoyer ce livre que j'ai écrit après la disparition de la mienne. Encore merci pour vos paroles. Bien à vous, Jean-Louis Giovannoni. Je me permets ici de vous remercier à mon tour, Monsieur Giovannoni. Et sachez que j'ai lu avec beaucoup d'attention et d'émotion ce petit livre, mais ô combien dense, charnu même. Charnu et plein de présence, plein d'une présence. Alors on ressent la perte. Le titre, Garder le mort, est énigmatique. Et au Québec, on a cette expression, peut-être connaissez-vous un peu le Québec, on a cette expression qui dit « tenir sa mort ». Ça veut dire on ne parlera pas, on ne dira rien. Tenir sa mort, c'est aussi éviter les conflits. C'est éviter les paroles qui dérangent, les paroles blessantes. Tenir sa mort aussi, c'est une forme d'oubli, c'est une forme de pardon. Garder le mort, c'est autre chose. C'est le garder présent, c'est le garder vivant, c'est le garder en soi. C'est ne jamais le faire mourir. Alors, j'ai été à mon tour, vous disais-je, extrêmement touché et je me suis permis de lire votre lettre. Et à mon tour, et à notre tour, Fabienne et moi, nous vous avons envoyé quelque chose aujourd'hui. François Bon a été également touché par... j'ai partagé le contenu de votre lettre sur ma plateforme. Et François Bon a écrit qu'il était bon, qu'il était nécessaire d'abattre les cloisons. Les poètes écrivent, les poètes s'expriment, les poètes disent des choses. Mais les lecteurs, eux, sont rarement invités dans la partie. Avec cette nouvelle configuration d'écriture et de lecture, et de témoignage de lecture, au fond, tout est à revoir dans la littérature. Littératube, disent certains. D'autres parlent des écrivains, des écrivains, des écrans vains, pour parler des écrivains qui écrivent sur les écrans, les écrans vains. Alors, tout est à revoir, tout est à redéfinir, mais la mémoire d'une mère qui va nous tarauder jusqu'à notre propre disparition. Et depuis que la mienne n'est plus, le 26 mai, jour de l'Ascension, elle qui était même pas athée, elle était férocement nihiliste. Et il me coûte de dire qu'elle est morte inapaisée, elle est morte en colère, elle est morte
vindicative même. Comme si la mort lui avait joué un vilain tour. Dans ma famille, on a un curieux sens de l'humour, plutôt caustique. Ma mère était une personne qui aimait tout contrôler, qui aimait tout diriger. Et lorsque elle ne parvenait pas à ses fins, ce qui était quand même assez fréquent, vu la nature des membres de la famille, eh bien, elle pouvait s'emporter, elle pouvait être de mauvaise foi. Elle pouvait être assez agressive, même. Tant et si bien qu'il y a 2 jours, un des plus célèbres criminels du Québec est décédé. Un Hells Angels dont la guerre avec une bande rivale a fait plus de 150 morts, échelonnés sur à peine quelques années. Et ma mère, je lui avais donné l'affectueux surnom de Mom Boucher. Le nom de cet affreux criminel, mort en prison il y a 2 jours. Et on pouvait lire dans les journaux qu'il était mort en colère, qu'il était mort plein de hargne, plein de hargne. Et mon frère, mon jeune frère, qui n'est pas dépourvu d'humour non plus, quant à lui, il l'avait affublé du sobriquet de El Duce. Alors, entre le chef des Hells Angels et Benito Mussolini. Et quelque temps avant de mourir, suite à la radiothérapie, elle avait perdu ses cheveux et elle portait une sorte de turban. Et elle nous a intimé, mon frère et moi, de l'appeler dorénavant Kadhafi. Alors, vous voyez, Maman Kadhafi. Alors, vous voyez le genre d'humour. Ce que vous voyez ici, c'est, vous l'avez reconnu, c'est le David de Michel-Ange. Alors, j'ai poursuivi aujourd'hui la montée et l'attaque de l'AMA de livres, cette pièce remplie de livres dont je vous ai entretenu à quelques reprises dans l'une ou l'autre des vidéos. Eh bien, la propriétaire m'a donné et ils se sont portés acquéreurs de ce David, de Michelangelo, ils se sont portés acquéreurs de cette chose lors de leur voyage de noces à Paris en 1967. Et elle me faisait remarquer qu'il était un peu jauni, car elle avait été une impénitente fumeuse de gitane. Alors, notre David est devenu un peu jaunâtre suite à un effet de tabagisme assez intense. Garder le mort, ne pas tenir sa mort. L'édition définitive, publiée aux éditions U. Il ne faut pas trop attendre pour l'habiller. S'il est pris par le froid depuis trop longtemps, on risque de lui casser les membres. La digestion continue 2 heures après. La glaciation se fait par région, à l'exception du système pilaire pendant 3 à 4 jours. Pour les ongles, on ne sait pas bien. On ne lui laisse pas la bouche ouverte. Beaucoup ne supportent pas de voir dedans. On lui dégage le front. Les cheveux se peignent sans problème. On l'arrange.
c'est plus facile pour tout le monde. Le corps creuse le lit. Il faut des planches pour arrêter. On le met dans les pièces les plus fraîches. Volets fermés pour les mouches. Même en hiver, ça ne se conserve pas longtemps. On parle bas. La pièce à côté. Il y reste. Il ne dira rien. C'est déjà trop. Gardez le mort. On écoute ses propres organes. On parlera beaucoup. Les organes ne disparaîtront des mots qu'avec le temps. On ne le laisse pas sur le lit. La forme s'y imprègne beaucoup trop. Il faut penser à ceux qui s'y coucheront après. On n'arrive jamais à lui laisser les mains jointes. On doit les tenir pour le mettre en caisse. On le lave pour finir. Les vêtements se dilatent à la chaleur et puis tombent. Ils changent de camp. Il y a un danger à garder ce qui n'est pas propre. C'est un peu de la peau, les vêtements. Ils étaient très près. On ne les mettra pas. Ils sont de plus en plus étroits, même dans l'armoire. On les donnera à ceux qu'on ne connaît pas. C'est une façon de se soulager. On jette la brosse à dents, les mouchoirs sales, le gant qui servait à se laver l'intime. Personne n'en veut. Pareil pour les slips. Sur chaque objet, ses mains. Il faut attendre qu'elles disparaissent pour y mettre sa propre transpiration. On dort toujours parallèle au cercueil pendant plusieurs nuits. On n'a pas la tête orientée de la même façon. On se rassure comme on peut. Ce qui est surprenant dans ce recueil, et l'auteur nous en donne une sorte de clé, nous en offre un trousseau d'explications, c'est que c'est un récit composite qui a été écrit sur une assez longue période, publié dans diverses publications. On y a greffé des ajouts, on y a ajouté des notes, on y a mis un avant, mis un après. La temporalité du texte y est manifeste. On fait des bonds dans le temps. C'est étonnant de recevoir ce mode d'explication, car la plupart du temps, les textes nous sont opaques et ne nous révèlent rien sur les conditions dans lesquelles ils ont été écrits, ni
ni du temps dans lequel ils appartiennent. Ce sont des objets qui n'ont pas de rapport avec le temps. Ce sont des objets atemporels, en quelque sorte. Mais ici, en conclusion, en note, eh bien, on y apprend que le texte lui-même s'est écrit de telle période à telle période. Et qu'on l'a même retrouvé à la suite d'un déménagement. Tout à coup, le texte lui-même, le brouillon ou le texte lui-même, pardon, a lui-même un espace à lui, un espace clos. Une cave, un tombeau, un cénotaphe, où la mère aurait sans doute disparu, elle aussi. Mais pas la mémoire, mais pas les souvenirs, mais pas les réminiscences olfactives, ni sensorielles. C'est fort une cave. On y entrepose des outils, on y entrepose certains légumes qui ont besoin de la ténèbre pour rester frais, qui ont besoin de la fraîcheur pour rester vivants. Et on a l'endroit aussi où le manuscrit a été retrouvé. C'est une rue. C'est tout à coup, Garder le mort a une assise spatiale. Garder le mort a un enracinement. On devine la rue. On n'a pas l'adresse civique, mais on pourrait tout aussi bien la créer. Garder le mort, c'est garder la mémoire. Garder le mort, c'est garder ce qui est vif, au fond. Et toutes ces traces d'écriture sont autant de traces de vie. Ce qui rend ce mince recueil si riche, si dense, si vivant, si intéressant, si émouvant. Et qu'un poète inconnu de moi personnellement, me fasse parvenir, ainsi que la lettre, en correspondance avec ma propre douleur, ma propre perte. Et j'ai dit en quelles circonstances ma mère, qui avait demandé l'aide médicale à mourir, mais qui est rentrée dans une sorte de grand purgatoire douloureux. Elle n'a pas trouvé le repos, elle a trouvé la guerre, elle a trouvé la colère. Et il me sera peut-être y a-t-il pour moi une leçon à retenir qu'on ne doit pas nécessairement choisir les conditions dans lesquelles on va trépasser. Que peut-être cela ne nous appartient pas. Et ça serait un peu à l'image de cette époque arrogante qui se donne tous les droits, qui se donne tous les privilèges de choisir le lieu et la date de sa propre mort. Et qu'un poète me fasse parvenir son recueil ainsi que la lettre que je vous ai lue, que je vais conserver précieusement dans la bibliothèque personnelle. Eh bien, peut-être Jean-Louis Giovannoni sera surpris d'apprendre que ça aura été pratiquement le seul témoignage d'amitié que j'aurai reçu suite au décès de ma propre mère. Car sa volonté manifeste de ne laisser aucune trace
de ne laisser aucune place à aucune célébration de la parole, à aucune cérémonie. Ça a été un choix tellement violent que la plupart de ses amis, de ses proches, de ces personnes qui l'ont connu ou aimé en sont restés incrédules et abasourdis. Et c'est le témoignage d'un poète qui a trouvé le moyen de m'offrir des moments de consolation que j'ai et que j'apprécie encore. Alors sans doute, Jean-Louis, votre fils va vous révéler à nouveau que j'ai commis une autre vidéo. Mais je tenais à vous remercier de vive voix, avec le Michel-Ange à l'arrière, qui est une espèce de trophée pour cette folie. Hein. J'ai raconté qu'il y avait 15 000 documents dans une toute petite pièce qui formait un amas monstrueux et dans un petit immeuble vétuste, dans un quartier plutôt pauvre. Et que mon collègue René et moi avons encore avons dû aujourd'hui peut-être extirper de cette masse 2000 documents. Et on voit la fenêtre. La fenêtre, elle est dégagée. La dame pourra presque la rouvrir après 22 ans de 22 saisons, 22 hivers, 22 étés. Cette pièce n'aura pas vu la lumière du jour depuis l'an 2000. Ben Laden n'avait pas encore fait sauter les 2 tours à New York. On était encore dans une sorte de monde où on vivait encore sur l'air d'aller des chutes, des murs soviétiques. Nous étions sur l'air d'aller de la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire, ce n'était que la fin d'un épisode, finalement. Et là, à nouveau, un nouvel épisode a débuté et chacune, de plus en plus font semblant que rien ne se passe. Je vous remercie et à demain.